Servir l'État le jour et sa commune le soir. Voilà le quotidien de pas mal d'élus fonctionnaires en France. Mais alors, comment on fait pour concilier ces deux vocations? Sans y laisser sa carrière ou son engagement, bien sûr. C'est un vrai casse-tête, à la fois juridique et personnel, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Face à toutes les options, laquelle est vraiment la bonne pour sa situation? Ça va être un peu le fil rouge de notre analyse. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord parler du double défi que ça représente. Ensuite, on verra les trois grandes options. La première, c'est de jongler avec les deux casquettes. La deuxième, c'est de réduire son temps de travail. Et la troisième, c'est de se consacrer à un seul mandat. Et pour finir, on essaiera de donner quelques clés pour faire le bon choix. Le point commun entre ces deux statuts, c'est évident. C'est l'idée de servir l'intérêt général. Mais voilà, comment on fait cohabiter la rigueur d'une carrière dans l'administration avec les exigences, parfois imprévisibles, d'un mandat d'élu? C'est vraiment là que se situe tout le défi. On se retrouve donc dans une position assez unique, à la croisée des chemins. D'un côté, agent de l'État, de l'autre, représentant des citoyens. Heureusement, la loi a pensé à tout ça et a prévu plusieurs parcours pour pouvoir naviguer dans cette double vie. Alors, la première option, qui est d'ailleurs la plus courante, c'est de continuer son travail à temps plein, tout simplement. Mais en utilisant des outils bien spécifiques pour pouvoir exercer son mandat à côté. Le premier de ces outils, ce sont les autorisations d'absence. Et attention, je précise tout de suite, ce ne sont pas des jours de congé. Non, c'est vraiment du temps qui est libéré pour des missions bien précises qui sont directement liées au mandat. Alors concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, c'est fait pour les moments vraiment importants de la vie d'un élu. On parle des séances plénières comme les conseils municipaux, des réunions de commission ou quand il faut représenter officiellement sa commune. Ça couvre même les situations de crise. Par contre, tout ce qui est gestion du quotidien, ça c'est en dehors de ce cadre-là. Le point vraiment crucial ici, c'est l'aspect financier. D'un côté, le salaire peut baisser parce que l'employeur n'a aucune obligation de payer ses heures d'absence, mais de l'autre côté, et ça c'est fondamental, la carrière, elle, est protégée. Les droits à la retraite, les congés, l'ancienneté, tout ça, ça ne bouge pas. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le crédit d'heures. Là, c'est différent. C'est comme une enveloppe de temps, un forfait qui est donné chaque trimestre. Et ça, c'est pour gérer les tâches plus courantes du mandat, tout ce qui n'est pas couvert par les autorisations d'absence dont on vient de parler. Et là, on voit bien que le système est logique, il est proportionnel. Le nombre d'heures qu'on peut avoir, ça change énormément selon les responsabilités et la taille de la commune. Regardez, un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants, il a droit à 140 heures par trimestre, alors qu'un simple conseiller municipal dans un petit village de moins de 3 500 habitants, lui, il n'en aura que 10 heures et demie. La logique derrière tout ça, c'est que le temps qu'on vous donne correspond à la charge de travail que vous avez réellement. Mais attention, il y a une limite. Un garde-fou. On ne peut pas cumuler tout ça à l'infini. Le total, autorisation d'absence plus crédit d'heures, est plafonné. On ne peut pas dépasser la moitié du temps de travail légal sur une année, ce qui fait à peu près 803 heures. Si on a besoin de plus, il faut envisager une autre option. Justement, si cette première option ne suffit pas, il y a une deuxième voie, réduire officiellement son temps de travail. Et pour ça, il y a deux mécanismes principaux. D'un côté, il y a le temps partiel, assez classique, mais il faut l'accord de son employeur. Et de l'autre, si on remplit certaines conditions, il y a la retraite progressive. Ça permet de commencer à toucher une partie de sa pension tout en continuant à travailler à temps réduit. Alors, opter pour le temps partiel, ça a des conséquences très concrètes, il faut bien le savoir. Évidemment, la première, c'est que le salaire baisse, proportionnellement. Le gros point positif, par contre, c'est que la carrière n'est pas du tout freinée, l'avancement continue comme si de rien n'était. Mais, et c'est un mais important, il faut faire attention pour la retraite. Les années à temps partiel comptent bien comme des années pleines pour la durée de cotisation. Mais le montant de la pension, lui, il sera calculé sur le salaire plus faible, c'est un calcul à faire sur le très long terme. L'autre voie, la retraite progressive. C'est une option qui peut être très intéressante, mais elle est très encadrée. Il y a 3 conditions et il faut toutes les remplir. Primo, avoir au moins 60 ans. Secondo, avoir cotisé au moins 150 trimestres. Et tertio, bien sûr, avoir obtenu l'autorisation de passer à temps partiel. On arrive maintenant à la troisième et dernière option. Et là, c'est la plus radicale. On met sa carrière de fonctionnaire entre parenthèses et on se consacre à 100% à son mandat d'élu. Ça s'appelle le détachement. Alors, le détachement, c'est un statut administratif assez particulier. En gros, le fonctionnaire quitte son poste, mais il ne quitte pas la fonction publique. C'est un peu comme mettre sa carrière sur pause. On conserve son grade, son ancienneté, ses droits à la retraite, tout continue à avancer comme si on était toujours en poste. Mais, et là, le guide est très clair, il y a un avertissement majeur. Je cite, « Cette option comporte de lourdes contraintes financières non négligeables. » Et la raison est toute simple. À partir du moment où on est en détachement, le salaire de fonctionnaire, il est suspendu. 0. Et c'est là que ça devient complexe, parce qu'en fait, on se retrouve à cotiser en double.
D'un côté, il faut continuer à verser ses cotisations pour la retraite de fonctionnaire, sinon on crée un trou dans sa carrière. Et de l'autre, en tant qu'élu, on est obligé de cotiser au régime de retraite complémentaire des élus. C'est donc une double cotisation à bien anticiper parce que l'impact financier est réel. Bon, on a vu ces 3 grandes voies. Maintenant, comment on s'y retrouve dans tout ça? Essayons de faire une petite synthèse pour comparer clairement les plus et les moins de chaque option. Pour résumer, on a un peu 3 profils qui se dessinent. L'option 1, c'est le profil de l'équilibriste. On garde son salaire, mais il faut jongler en permanence. L'option 2, c'est la voie du compromis. On gagne en flexibilité, mais c'est un impact sur le revenu et il faut l'accord de son patron. Et enfin, l'option 3, c'est le grand saut, le dévouement total au mandat, mais ça demande d'avoir les reins solides financièrement. Au final, on se rend compte qu'au-delà de tous les textes de loi, le choix est profondément personnel. Et ça renvoie à une question bien plus vaste. Le service public, au fond, qu'est-ce que c'est? Un métier, une vocation, ou peut-être un équilibre, toujours fragile, entre les deux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr. Il y a seulement celle qui correspond au parcours et aux convictions de chacun.